On va enchaîner directement avec la présentation suivante, qui est une présentation commune du professeur Florent Aptel de Grenoble et du docteur Sylvain Poinard, qui va présenter le topo et qui est interne à l'Université de Saint-Étienne en ophtalmologie et qui va donc nous présenter les applications en ophtalmologie. Ben, je te laisse tenir un petit peu le délai. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, et je remercie donc les organisateurs pour leur invitation. Veuillez excuser le professeur Aptel qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais qui a participé à l'élaboration de cette présentation, et qui a aussi participé à l'élaboration d'un dispositif pour le traitement du glaucome en partenariat avec le LabTo, et ce sera le thème principal donc, de cette présentation. On abordera à la fin de ce topo un mot sur l'avenir des IFU en ophtalmologie, avec notamment la délivrance de médicaments. Cette présentation est organisée donc en 4 parties, avec tout d'abord des rappels anatomiques, histoire d'être certain qu'on parle bien des mêmes structures. Un point sur le glaucome. On verra ensuite les principes physiques des ultrasons focalisés, pour enfin définir donc les mécanismes d'action biologique de ces agents physiques dans le glaucome. Et enfin le résultat donc des principales études cliniques. Donc rappel anatomique. Finalement, on définit l'œil comme un contenu et un contenant. Au niveau de son contenant, ce sont une succession de 3 enveloppes concentriques. Avec de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons donc la cornée, la partie transparente de l'œil, le hublot qui permet de faire rentrer la lumière pour la focaliser sur la rétine. Vous avez en contiguïté la sclère, ce qu'on appelle populairement le blanc de l'œil, qui est une armure de protection extérieure. À noter que cette sclère est donc optiquement opaque, et donc par rapport aux principaux concurrents des ultrasons comme les lasers, eh bien, ça va poser des problèmes au niveau de la délivrance énergétique des lasers. Vous avez ensuite la membrane intermédiaire qui est essentiellement vasculaire, qu'on appelle UV. Cette membrane est composée donc de 3 parties, avec d'avant en arrière l'iris, la partie colorée de votre œil, qui permet, tel un diaphragme, de régler la lumière entrante dans l'œil. À côté de cet iris, vous avez donc le corps ciliaire, et ce sera le principal site anatomique de notre traitement, qui participe donc à la sécrétion des liquides intraoculaires. Et enfin, derrière ce corps ciliaire, vous avez la choroïde, qui est donc la membrane vasculaire qui vascularise cette dernière tunique la plus profonde, c'est-à-dire la rétine. Rétine qui est une succession d'empilements de neurones qui permet donc la phototransduction, c'est-à-dire le passage d'une énergie lumineuse, de photon, en un signal électrique, interprétable pour le cerveau, par le biais donc, notamment du nerf optique. À côté de ce contenant, vous avez le contenu, c'est-à-dire des milieux essentiellement transparents, tels que l'humeur aqueuse, entre l'iris et la cornée. Vous avez ensuite le cristallin, cette lentille biconvexe qui permet de focaliser les rayons lumineux sur la rétine, et surtout donc de se déformer et d'adapter la vision de loin et la vision de près. Et enfin donc l'humeur vitrée qui est un gel qui remplit les 4/5 de la cavité occulaire. Focalisons-nous désormais donc sur le corps ciliaire. Ce corps ciliaire possède finalement 2 parties, une partie musculaire pour pouvoir imprimer une déformation au cristallin, mais il possède aussi et surtout ce qu'on appelle des process ciliaires, c'est-à-dire des petites villosités qui permettent donc de sécréter l'humeur aqueuse à l'intérieur de l'œil. Ces villosités sont donc des petites expansions de vaisseaux qui sont tapissées d'un épithélium, c'est-à-dire d'une bicouche de cellules pigmentées. Et donc cette sécrétion d'humeur aqueuse est certes produite dans les structures avant de l'œil, mais elle est aussi résorbée pour pouvoir juguler la tension à l'intérieur de cette sphère. Et donc vous avez 2 voies d'élimination principales de cette humeur aqueuse. D'une part, la voie trabéculaire, 80% du drainage de cette humeur aqueuse, qui passe donc dans une structure entre l'iris et la cornée, pour se drainer finalement dans les veines systémiques. Vous avez à côté de ça la voie uvéosclérale, 20% donc, du drainage, qui sont des espaces de fistulisation entre l'UV et la sclère. Un mot sur la pathologie glaucomateuse, elle se définit comme une neuropathie optique progressive, c'est-à-dire le nerf optique qui s'abîme au cours du temps, qui s'atrophie de manière irréversible, et c'est la 2e cause de cécité dans le monde, et en France, après donc la cataracte, à la différence de la cataracte qui peut s'opérer, donc qui est réversible, le glaucome, lui, est irréversible. Vous voyez ici un nerf optique qui est en bonne santé, bien coloré, bien charnu, et donc progressivement, ce nerf optique va s'atrophier au cours de la maladie glaucomateuse. Un des principaux facteurs de risque pour cette maladie, c'est la pression intraoculaire qui crée donc cette atrophie du nerf optique par en fait une compression des tissus intraoculaires qui se répercute sur ce nerf optique.
Je ne parlerai que de ce facteur de risque, car c'est le principal en cause dans cette maladie, et c'est surtout en fait le seul levier d'action pour notre thérapie. On ne sait que, en pratique clinique, diminuer la tension oculaire pour pouvoir freiner cette maladie. Les traitements actuels sont essentiellement donc des collyres que le patient doit s'instiller religieusement chaque jour à la même heure pour assurer une bonne disponibilité. Vous avez à côté de ça donc des lasers qui vont soit réouvrir les structures de l'œil au niveau donc, du trabéculum ou brûler donc le corps ciliaire à travers la paroi sclérale. Et vous avez de manière encore plus invasive la chirurgie qui réalise essentiellement des voies de drainage transsclérales, des espèces de soupapes pour pouvoir améliorer la filtration du liquide oculaire. On va maintenant détailler rapidement les ultrasons focalisés de haute intensité. Simplement pour vous faire l'affront qu'un son est une onde qui a besoin d'un milieu pour se propager. On définit classiquement ces ondes mécaniques par des fréquences, c'est-à-dire la répétition des périodes au cours du temps. La gamme des ultrasons se situe avec une fréquence au-delà de 20 kHz et en dessous du GHz. Alors finalement, on connaît les ultrasons depuis longtemps en ophtalmologie, et notamment à travers l'échographie, en utilisant cette fois des ultrasons de basse énergie qui ne sont pas focalisés avec des transducteurs planaires. Donc vous avez ici une cataracte, c'est-à-dire une opacification du cristallin qui nous empêche d'accéder aux structures profondes de l'œil, au fond de l'œil, et grâce à l'échographie, qui est quasiment notre prolongement de l'examen clinique, on peut pouvoir dépister donc, des pathologies, notamment tumorales, comme vous avez ici au fond de la cavité oculaire. Je ne vous parlerai pas non plus des ultrasons de la chirurgie de la cataracte, qui ne sont pas des IFU, mais qui sont plutôt des ondes de choc, un petit peu comme la lithotripsie, et qui est en fait la première chirurgie réalisée dans le monde et en France, plus d'1 million de patients traités chaque année en France, et qui consiste en fait à fragmenter donc, le cristallin pour pouvoir l'aspirer et l'extraire. Intéressons-nous donc à notre thème principal des IFU. Donc le but, c'est par ce biais de transducteurs coniques de focaliser donc l'énergie pour gagner en pression. L'autre avantage, c'est d'avoir une précision du traitement. On est dans des structures oculaires qui sont étroites et donc il ne faut pas abîmer les tissus adjacents. Donc l'avantage, c'est d'avoir une tâche focale qui est étroite de l'ordre du millimètre afin de déposer une énergie précise à cet endroit et non avant ni après donc cette tâche focale. Les évaluations de température sont donc rapides, elles sont titrables et localisées. Un autre avantage des ultrasons focalisés, et non des moindres, c'est celui de ne pas avoir besoin de milieux optiquement transparents pour se propager, à la différence des lasers. Et on remarque aussi que cette dépose d'énergie est indépendante finalement de la pigmentation des tissus. Je vous ai parlé que le corps ciliaire avait un épithélium pigmenté qui est très variable. Ici, vous avez donc un transducteur adapté à l'œil qui, par l'expérimentation, a été pointé en direction d'un tissu hépatique qui a une pigmentation variable, et on remarque que pour des mêmes doses énergétiques délivrées, on a un traitement qui est assez reproductible, quelle que soit la pigmentation du tissu. Et ceci va être la force de notre traitement dans le glaucome, puisque si l'on compare les variabilités d'énergie déposées entre le laser et l'ultrason, donc pour le laser, c'est le TSCPC pour Transcleral Cyclophotogranuation, et pour les IFU, c'est le UCP, l'ultrason cycloplastie. Eh bien, vous voyez que pour des mêmes doses de traitement, des mêmes temps, eh bien, vous avez des échauffements thermiques beaucoup moins reproductibles avec le laser comparé aux ultrasons. Illustration de ce propos, avec deux petites vidéos. Donc là, on est avec une vue endoscopique à l'intérieur de la cavité oculaire, en direction des process ciliaires. Donc au laser. Nécrose de coagulation massive et non dosée avec une rétraction des tissus. Et traitement par ultrason focalisé de manière douce et contrôlée, donc dans cet épithélium ciliaire. On va aborder désormais donc les mécanismes biologiques, l'interaction donc de l'énergie avec les tissus. Et finalement, les IFU dans l'ophtalmologie, ce n'est pas récent, et déjà dans les années 80, l'ISI aux États-Unis avait proposé un premier traitement de cycloaffaiblissement pour le glaucome avec le dispositif Sonocaire. Alors vous voyez le système qui était considérablement encombrant et qui nécessitait donc de positionner le transducteur en l'alignant avec une petite fibre laser, en pinçant le globe oculaire, en traitant successivement différentes zones avec un bras qui tenait le transducteur. Et donc finalement, ce traitement, bien qu'efficace, a été abandonné car trop contraignant. Et c'est à partir de cette période-là que sont apparus finalement les lasers transscléraux
qui était plus pratique en routier. Le dispositif donc de ultrasons du corps ciliaire a été revu au bout du jour par l'équipe du Labto, et notamment en créant un dispositif astucieux directement positionné en direction du corps ciliaire sans avoir besoin de calculer la distance focale. Donc pour ceci, une pièce qui permet de réaliser une succion sur la sclère permet donc de s'aligner correctement, et le transducteur vient littéralement se docker en fait sur ce cône d'accueil. Le choix du transducteur dépend de l'anatomie du patient, et une échographie de haute résolution doit être faite avant l'opération pour pouvoir calculer les distances en fonction de l'anatomie du patient, puisque il y a des patients qui sont plutôt myopes avec des grands yeux et des patients plutôt hypermétropes avec des plus petits yeux. Donc la sonde doit être modulée, et finalement 3 modèles de sondes sont disponibles dans le commerce, une de 11 mm de diamètre interne, une de 12 et une de 13. Et vous voyez donc la focalisation donc, vers ce corps ciliaire qui est directement adapté. Illustration de la dépose d'énergie précise de ce transducteur qui possède donc 6 éléments piézoélectriques. Je n'ai pas le codec, donc je passerai. Simplement, on voit donc les éléments piézoélectriques s'activer dans un gel en fait thermosensible, donc sous forme de grains de riz précisément délivrés de l'ordre de millimètre. C'est pas le codec ? Dessus, tu as la vidéo à côté, sinon ça reste Ainsi, donc, des études animales ont été menées avec ce dispositif, et notamment sur le lapin, et on constate qu'en histologie, avec donc, un corps ciliaire qui est traité dans les diapositives du haut, eh bien, on voit que ce process ciliaire en fait, est tout atrophié, avec une disparition de la bicouche de l'épithélium pigmenté, une raréfaction des capillaires, comme en témoigne ici la présence des lumières capillaires avec les globules rouges à l'intérieur. Donc on voit que tout le process est diminué, et ceci participe ainsi à diminuer la production d'humeur aqueuse. Autre point de vue, en microscopie électronique à balayage, voici un process ciliaire qui n'est pas traité, avec de belles villosités et une grande surface d'échange. Et quand vous traitez donc, ce corps ciliaire dans la zone adjacente, eh bien, vous voyez une disparition de toute cette surface d'échange. Point de vue maintenant chez l'homme, avec donc, des échographies de haute fréquence qui permettent une grande résolution, mais malheureusement une moins bonne profondeur d'analyse. Donc on est de l'ordre de 50 MHz. On peut néanmoins voir donc, les structures antérieures de l'œil et le process ciliaire qui est ici. Donc vous avez le process ciliaire ici, le corps ciliaire, l'iris, le cristallin qui est inséré donc, sur le corps ciliaire. Donc après traitement ultrasonore, dans la colonne de droite, eh bien, vous voyez le corps ciliaire qui est complètement atrophié après traitement. Le deuxième mécanisme d'action qu'on va aborder, c'est que, outre le fait qu'on atrophie les process ciliaires, on réouvre des espaces uvéoscléraux dont je vous parlais tout à l'heure, les voies accessoires de drainage, avec ici une voie accessoire hypo-écogène qui est augmentée après traitement. C'est le deuxième mécanisme de ces ultrasons. Quand on regarde sur une coupe histologique à l'éosine, hématoxyline, safran, on voit que l'impact qui a été délivré dans cette zone montre des process ciliaires qui sont grêles par rapport à la zone témoin adjacente, mais vous avez aussi une réouverture donc, de cette voie uvéosclérale par rétraction des tissus localisés adjacents. Alors cette rétraction des tissus n'est pas une vue de l'esprit. Vous pourriez me dire que sur la coupe histologique, les tissus sont trop fragiles et donc l'espace est ouvert, mais quand on fait de l'imagerie fonctionnelle in vivo sur lapin avec des traceurs de la voie uvéosclérale, notamment avec de l'albumine marquée, eh bien on voit que les process ciliaires, les voies uvéosclérales, en fait, après traitement, absorbent donc littéralement ce traceur fluorescent. Un autre mécanisme qui est suspecté, qui est plus dur à démontrer, c'est qu'il existe peut-être une autre voie, une création d'une autre voie de drainage, notamment une voie dite transsclérale, avec l'apparition après traitement de petits kystes à l'intérieur de la paroi sclérale, et donc peut-être d'autres voies de passage en plus de voies uvéosclérales. Donc, trois mécanismes d'action: atrophie des process ciliaires qui diminue la sécrétion d'humeur aqueuse, rétraction des tissus qui permettent d'ouvrir les voies accessoires, et peut-être création d'une troisième voie transsclérale de drainage. Qu'en est-il au niveau des essais cliniques? Alors, une petite vidéo du professeur Aptel qui vous montre comment se déroule la procédure. Voilà donc le dispositif de générateur.
Donc on est au bloc opératoire en conditions stériles, en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient rentre le matin et peut ressortir le jour même. On est souvent sous anesthésie générale, on peut se permettre de faire des anesthésies périvulvaires loco-régionales. Le dispositif donc, de transducteur avec son docker sur la droite, et donc les éléments piézoélectriques concentriques au nombre de 6. Ce transducteur donc s'adapte dans ce cône de centrage. Branchement sur la machine avec un tuyau pour créer une succion du système de blocage et branchement donc du transducteur. Activation donc du nombre de transducteurs voulus. En pratique clinique, finalement, on a des traitements qui sont assez standardisés et on traite les 6 zones. On ne se pose pas de questions. Il n'y a pas eu d'évaluation de l'intérêt de faire plus de zones. On met le système de centrage entre les paupières. Le système de centrage est aligné à l'œil nu avec cette petite croix centrale qui doit donc être alignée dans l'axe de la pupille. De petites déviations du cône pourraient entraîner des lésions des tissus adjacents, donc il faut être vigilant sur ce système-là. Création d'une dépression avec une pédale pour fixer donc ce cône d'adaptation et ensuite clipage du transducteur dans le cône de centrage. Alors il y a un problème, c'est qu'il existe de l'air entre l'œil et le transducteur, ce qui, par cette différence d'impédance, ne permet pas de délivrer efficacement les énergies et donc on remplit en fait la cavité de ce transducteur par du sérum physiologique pour adapter les impédances et activation donc, du traitement avec cette pédale. Donc tout se fait automatiquement, on reste appuyé pied au plancher et les transducteurs donc vont s'activer séquentiellement. Alors ils s'activent séquentiellement car si tout était activé à la fois, il y aurait des recombinaisons en fait du faisceau postérieur et on risquerait de créer des dégâts sur la rétine ou la cavité vitréenne. Voilà, donc à peu près 6 secondes de traitement par activation des transducteurs. Le traitement est terminé, il a pris quelques minutes. Et on retire tout simplement donc, le système de couplage. Et vous voyez que l'œil n'est pas trop délabré. Donc, au niveau des résultats cliniques, une première génération de transducteurs avait été évaluée dans les années 2015, donc essentiellement sur des études qui étaient européennes, Portugal, Italie, Belgique, France. Donc ce sont des études prospectives, multicentriques, mais finalement simples bras, c'est simplement, elles ne sont pas compáratives, avec des durées de suivi de l'ordre de 6 mois à 1 an, incluant essentiellement initialement des glaucomes réfractaires, c'est-à-dire une fois qu'ils avaient été opérés une première chirurgie. On constate qu'avec cette première génération de transducteurs, le taux de réponse, alors qui est défini un peu consensuellement en ophtalmologie par une diminution d'au moins 20% de la pression intraoculaire initiale, le taux de succès était plutôt autour de 50%, avec des diminutions de façon moyenne autour de 30%. Et finalement, une deuxième génération de transducteurs a vu le jour, avec une augmentation des surfaces des éléments piézoélectriques, avec 4 mm, des durées de traitement augmentées, 8 secondes au lieu de 4 à 6 secondes, et donc au final, ceci crée une surface de coagulation augmentée autour de 40% donc, du corps ciliaire. Cette deuxième génération a été évaluée, donc plus récemment, avec toujours des glaucomes réfractaires, mais aussi des glaucomes de première intention qui commencent à arriver, et donc toujours des études prospectives multicentriques. Et on constate que le taux de succès est plutôt de l'ordre de 70 à 80% donc, de réponse thérapeutique. Et enfin, une troisième génération a vu le jour, et c'est la dernière. Donc, elle a toujours 6 éléments piézoélectriques, mais en plus, on peut effectuer, donc, à l'intérieur du système de clipage, on peut effectuer au cours de la chirurgie une rotation, une fois qu'on a coagulé les 6 zones d'intérêt, pour gagner 2 zones de coagulation supplémentaires, comme vous le voyez en rose en bas à droite. Et donc, ceci permet encore d'augmenter la surface de coagulation pour diminuer toujours plus la pression intraoculaire. Qu'en est-il des résultats long terme donc, de ce traitement? Car on l'a vu jusqu'à présent, jusqu'à 6 mois, voire 1 an de traitement. Une étude très récente donc, du professeur Aptel du CHU de Grenoble et du professeur Roulant à Lille a montré que mais en fait, le traitement, l'effet du traitement se maintenait en fait, à 3 ans, pardon, avec un traitement qui agit précocement dès la première semaine et qui se maintient donc sur 36 mois. Des diminutions de pression autour de 30% et chez les
plus répondeurs, en tout cas c'est les répondeurs au traitement, c'est voire même des diminutions de pression jusqu'à 46%. Qu'en est-il des effets secondaires? Donc, ils sont essentiellement mineurs, c'est-à-dire des troubles de l'irritation de la surface oculaire, comme des kératites, des inflammations, des gonflements de la surface de l'œil. Très important, il n'a pas été décrit dans cette étude, mais y compris au monde avec les IFU, de cas de ce qu'on appelle le phtise. Alors la phtise, c'est l'involution du globe. Quand il n'y a plus assez d'humeur aqueuse, on a trop brûlé les corps ciliaires, eh bien le globe n'est plus capable finalement de garder un tonus, et donc le globe s'atrophie. C'est des effets qui sont très graves et qui ont été décrits justement avec les lasers qui n'étaient pas finement dosés. Et donc il n'y a pas de cas de phtise qui a été dépisté, suspecté avec ces traitements IFU. Il me reste un petit peu de temps pour parler donc en 2 diapositives d'un traitement d'avenir qui est la délivrance de médicaments, la drug delivery, comme diraient les anglo-saxons. Et finalement, l'œil, eh bien, c'est un système de barrière à la fois anatomique et physiologique, puisqu'il y a sans arrêt le drainage lacrymal qui élimine les médicaments dans les voies nasales. Il y a aussi des barrières anatomiques avec des multiples couches cellulaires faites de jonctions serrées qui empêchent la pénétration des médicaments, comme ici donc sur la cornée avec un double épithélium. Vous avez des barrières hémato-rétiniennes, comme on a des barrières hémato-encéphaliques pour le cerveau, là aussi dans l'œil, et vous avez aussi des drainages dans cette choroïde vasculaire qui sont des flux sanguins qui éliminent aussi rapidement les produits. Donc finalement, l'œil est une structure difficile d'accès. Et c'est un sujet donc qui, depuis une vingtaine d'années, prend de plus en plus d'essor, avec pour l'instant des études essentiellement donc sur des cornées ex vivo en laboratoire, ou éventuellement sur des études in vivo chez l'animal, comme le lapin et éventuellement le porc. Les principales voies d'abord sont plutôt transclérales ou transcornéennes, avec les meilleures efficacités qui semblent avoir été montrées par l'utilisation d'une cavitation sur un mode mécanique, notamment en favorisant, comme nous l'avions vu hier, soit des cavitations stables qui permettent donc de créer donc un nuage de cavitation pour entraîner donc des microflux finalement dans l'œil. Et vous avez aussi l'utilisation de cavitation inertielle dans des régimes un petit peu plus élevés qui permet donc aux bulles de cavitation de se collaber et d'induire des ondes de choc, des ondes de cisaillement afin de réaliser des ouvertures dans les cellules, ce qu'on appelle la sonoporation. Vous avez ici un exemple d'une étude tirée sur lapin de cornée ex vivo, avec donc une cornée témoin qui n'a pas été traitée, une cornée qui a été traitée par cavitation mécanique, plus instillation donc, de fluorescine, qui est un colorant qui diffuse dans les tissus. Et on voit qu'après traitement, eh bien, ce colorant est bien plus piégé dans la cornée que quand elle n'est pas traitée avec les ultrasons. Voilà, je vous remercie de votre attention, et donc je mentionne le nom de la société qui initialement start-up est devenue donc une société à part entière qui commercialise ce dispositif nommé Hightech Care. Je propose que quelqu'un à la salle a des questions, et vous pouvez aussi les poser sur le chat en visio. Des indications éventuellement pour les tumeurs rétiniennes. Est-ce qu'il y a des évolutions possibles? Quelles sont les limites éventuelles à tel traitement? Alors, ça me permet de rebondir en plus sur le sujet de tout à l'heure sur la nécessité d'une preuve histologique dans les tumeurs oculaires. En fait, on est une des seules spécialités où on n'a pas de preuve histologique pour traiter les patients. Alors finalement, le traitement de référence dans les tumeurs, si vous montrez l'image, c'est les protothérapies, donc qui se font dans 2 centres, à Nice et à l'Institut Curie de Paris. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas. C'est souvent en fait des tumeurs qui sont très postérieures, voilà, comme on voit ici. Donc le problème, c'est pour accéder, donc il faudrait traverser toute la structure oculaire pour pouvoir donc accéder à cet endroit-là, et finalement les faisceaux de protons remplissent pleinement leurs conditions pour ces traitements-là. Il y a quelques cas, mais ça c'est très rare, de chirurgie de résection endo-oculaire des tumeurs. Donc ça c'est pour des cas qui sont très sélectionnés, mais il n'y a pas eu de traitement IFU proposé dans cette indication. Ces indications-là qui sont très rares, à 500 cas par an. Alors c'est essentiellement des mélanomes en fait, de la choroïde qui sont
qui sont en cause. Vous dites qu'on n'a pas besoin d'histologie, c'est parce que souvent ce sont des mélanomes et le cancer qui est diagnostiqué ailleurs. Donc c'est des mélanomes primitifs en fait de la choroïde. On a des mélanocytes dans la choroïde. Et donc ils sont souvent très typiques. En fait, ils sont pigmentés. Et, des signes, on a un autre examen qui est très utile en pratique. Donc il y a bien entendu les échographies, car ça nous permet de voir en fait l'échogénicité des tumeurs qui nous renseignent beaucoup. Les mélanomes sont hypoéchogènes. Et on a un dernier examen qui s'appelle l'angiographie. Donc là, c'est simplement on regarde au fond d'œil avec une lentille et on regarde comment est vascularisée la tumeur. Et déjà, ça nous apprend beaucoup en fait sur le type histologique. C'est un faisceau clinico-radio-biologique, radioéchographique, le diagnostic que se fait avec ces tumeurs-là, donc sans preuve histologique. Alors, il y a des études qui commencent à faire des prélèvements un petit peu de tumeurs avec des ponctions fines. Le problème, c'est la dissémination en fait, des cellules tumorales sur le trajet en fait, du prélèvement. Et il y a une étude de Curie qui est parue récemment sur l'intérêt de faire des prélèvements tumoraux après en fait, irradiation, pour caractériser en fait au niveau de la génomique ces tumeurs, parce qu'en fait c'est une énorme influence de la génomique, c'est le facteur principal numéro 1 des pronostics de métastases hépatiques, notamment ces tumeurs. J'avais juste une question. Tu as parlé de barrières dans l'œil que tu voulais briser en utilisant la cavitation. Le problème dans le cerveau, enfin, heureusement dans le cerveau, il y a des vaisseaux sanguins avec des microbules qu'on peut injecter. Dans l'œil, il y a quoi comme perfusion? Alors, elle est suffisante? Voilà. Donc en fait, dans l'œil, on a une double vascularisation artérielle. On a d'une part des vaisseaux rétiniens qui sont à l'intérieur du nerf optique et qui vont vasculariser la rétine en surface. Et puis on a une vascularisation plus profonde qui s'insère à l'arrière donc de la sclère et qui représente en fait les 3/4 du débit oculaire, c'est la choroïde. En fait, et donc ça nourrit directement les photorécepteurs plus en profondeur. Et donc c'est une vascularisation qui est de type terminal. Il n'y a pas d'anastomose avec d'autres réseaux, notamment de la place. Et effectivement, ça pourrait être, est-ce qu'il est possible d'injecter des produits qui sont sensibilisants la cavitation par voie en fait, systémique pour directement arriver en intraoculaire? Ça peut être une question soulevée. Alors après, il y a des cas aussi de cathétérisme de l'artère ophtalmique qui avait été fait à une époque pour déboucher les accidents ischémiques des artères ophtalmiques. Donc voilà, là c'est une procédure qui est bien plus invasive. Je te remercie.